Week-end parfait pour Mercedes à Las Vegas. Pole et victoire pour George Russell. L'écurie à l'étoile enfonce le clou avec un doublé et la seconde place de Lewis Hamilton. Cette remontée fantastique signe-t-elle la fin de l'inconsistance chronique de sa F1 qui a gâché ses 3 dernières saisons. Retour également sur l'exploit de Max Verstappen qui décroche sa 4e couronne mondiale et ce malgré une année difficile tant en interne que sur la piste. Quelle saison nous avons vécue! Les fans de F1 peuvent se réjouir tant la compétition était serrée. McLaren peut nourrir des regrets dont la voiture était dominatrice cette année, du moins sur le papier. Transparente ce week-end, peut-elle encore remporter le championnat constructeur? Retour enfin sur le coup de gueule de Leclerc à la fin du Grand Prix. Est-ce la fin de l'union sacrée chez Ferrari? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour On refait la F1. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo s'il vous plaît. Je vous rappelle que nous sommes également disponibles en version audio sur Apple Podcast, Spotify et Deezer. Et vous nous retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous. On refait la F1, c'est chaque lundi soir après un Grand Prix avec chroniqueur cette semaine, plutôt une chroniqueuse, une nouvelle venue. Elle va défendre l'écurie Red Bull, Justine Pélisson, alias DRS Queen. Bonjour Justine et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Au sein de nos fanas du paddock. En duplex, notre team principal, ancien patron des écuries McLaren, F1 et Lotus, Éric Boulier. Bonjour Éric. Bonjour Olivier, bonjour à tous. À mes côtés, le fan numéro 1 de Lewis Hamilton, celui que l'on surnomme l'Helmut Merco pour ses propos, comment dire, sans filtre, monsieur Laurent Pantanach. Bonjour tout le monde. Voilà, c'est mieux avec le son. Il est le recordman des victoires de Quiz F1, fan malheureux d'Alpine ce week-end. Guillaume Pommier qui broie du noir depuis hier soir. Salut Guillaume. Bonjour à tous. Et enfin en duplex, notre tifosi, le gardien de l'église Ferrari, Alain Di Duca, alias Don Camillo. Bonjour Don Camillo. Buongiorno a tutti. Est-ce que vous avez préparé de la verveine pour calmer vos pilotes? Parce que ça chauffait en fin de Grand Prix. Je ne sais pas si tu as entendu, on va en parler. Tout à l'heure, quant à moi, je demeure un supporter de Fernando Alonso. J'avoue que j'ai hâte que la saison se termine pour mon poulain, parce que vraiment c'est dur. Allez, un dernier mot au sujet de nos sponsors principaux, à savoir Winamax, le site de paris en ligne. Winamax vous offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier tout simplement, pour découvrir vos avantages. Rendez-vous en fin d'émission lors de la rubrique pronostic ou encore directement dans la description de la vidéo. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs, Guillaume. Je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir, Laurent, et qui n'est pas une alternative au travail. Un grand merci à Winamax pour nous soutenir et pour sponsoriser ce contenu. Messieurs, dames. Radio check. Loud and clear. Et on enchaîne tout de suite avec le débrief du Grand Prix de Las Vegas avec vos tops et vos flops. Vos top les amis pour ce 1123e Grand Prix de l'histoire de la F1 et on commence avec Justine. Un top peut-être un peu évident de mon côté Team Mercedes avec un Lewis Hamilton qui s'est montré en confiance, qui est parti P10 et qui est bien remonté. Donc voilà, évidemment, mon cher Lewis qui est ici, bravo. Mais évidemment, pour moi, vous le savez, je suis côté écurie Red Bull, donc impossible de ne pas mentionner un week-end très, très important de notre côté. On a vu une équipe qui était vraiment en difficulté au début dans les qualifications, un Max qui part en P5, qui au final fait une course assez bonne et en fait qui réussit à beaucoup d'émotions, un 4e titre de champion du monde. Il est parti en ayant gagné 3 titres. Il a fini cette course avec un 4e titre. Donc, et je tiens quand même à mentionner un petit point côté Pérez, qui est quand même une petite victoire ce week-end aussi. Donc voilà mes tops. Une petite victoire pour Pérez, je n'ai pas su. Il a fini la Grand Prix, c'est ça que tu veux dire. Pérez, ça y est, Pardon. Super, il a marqué un point. Il fallait voilà. Il a fallu sortir la scie sauteuse pour découper l'imposant aileron arrière, Eric, ce week-end, mais ça a fonctionné. Oui, ça fonctionnait. Enfin, écoute, ils avaient quand même fait des choix étonnants chez Red Bull, puisque ne pas vouloir amener une aile spécifique, c'est quand même étonnant d'un top team, mais bon. Et puis, ce qui se concerne moi, mes tops, ce sera plutôt Mercedes et surtout Russell ce week-end. Oui. Développe, je t'en prie. Pourquoi Russell? Écoute, Mercedes, ils ont été là tout le week-end. Donc quand il fait froid, leur voiture, elle fonctionne parce qu'elle doit faire bien chauffer les pneus plus que les autres, en tout cas. Et effectivement, Russell, il a été là au bon moment. Il a été là en qualif, il a été là en course. Et, il a fait le job. Il a fait même trébucher un peu le roi Lewis. Donc,
Non, un bon week-end pour Mercedes et pour Russell en particulier. Laurent, de ton côté? C'est Lewis Hamilton, hein, bien évidemment, c'est assez facile. Non, je trouve qu'il a fait une belle course. Ça fait toujours plaisir quand tu as beaucoup de dépassements. Après, c'est pas que lui, hein, c'est une stratégie bien exécutée. Même si on aurait pu faire mieux, hein, il aurait potentiellement pu aller titiller Russell. Alors attention, Russell avait du jus sous la pédale, hein, parce qu'à la fin, quand on voyait qu'il gagnait 1 seconde au tour, à un moment donné, l'ingénieur de Russell lui a dit maintiens le rythme. Bon, c'est une façon de lui dire attention, t'as Hamilton derrière qui truc. Il a augmenté, il a maintenu le rythme et il s'est pas fait rattraper. Non, mais ça faisait plaisir. Il a passé le Grand Prix dernier, c'était au Brésil, c'est une cata, quoi. Tu vois, tu sentais le mec complètement abattu. Là, il était quand même un petit peu plus positif, quoi. Alors, comment on peut expliquer, pour rebondir sur ce que disait à l'instant Eric, que rien ne va au Brésil et que tout fonctionne par merveille comme par miracle à Las Vegas? C'est assez incompréhensible, messieurs. Il y a une chose qui est intéressante, c'est quand on regarde les caméras embarquées, on se rend compte que ce fameux porpoising, hein, comme ça, le marsouinage, on l'a revu cette année régulièrement chez Mercedes. Et c'est intéressant parce que quand tu as la caméra embarquée, tu le vois de suite. Tu vois de suite si le casque il fait comme ça tout le temps ou s'il est stable. Et toutes les fois où ils n'ont pas eu ce problème, ils ont eu des résultats corrects. Ouais. Pas forcément bons, mais des résultats corrects. Donc, à l'inverse, ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils ont non, ils font de la catastrophe. Ce qui est étonnant au Brésil, c'est que, tu vois, normalement, tout le monde est un peu ramené au même niveau du fait de la pluie et tout ça. Donc, c'était un week-end sans. Après, il a loupé sa Q3 qui le met mal. Hein. S'il réussit sa Q3, il gagne encore une fois pour Mercedes. Hein. Eric, comment tu interprètes ces difficultés d'exploitation de la Mercedes? On pense aux pneus naturellement. C'est un problème récurrent depuis des années maintenant chez Mercedes, depuis la nouvelle réglementation. Il n'y a pas que ça. Il y a le fait que c'est une voiture qui est très compliquée à régler, ce qu'on appelle picky en jargon Formule 1. C'est-à-dire que elle fonctionne sur une bande passante extrêmement réduite. Quand tu es dedans, elle est magique parce qu'elle délivre les chiffres qui ont été produits dans le simulateur ou dans la soufflerie. Quand il n'y est pas, ça ne marche pas du tout. Et donc, c'est pour ça qu'elle est très compliquée à mettre au point. Et sur certains circuits, avec les caractéristiques de vitesse de pointe, et des vitesses en virage, il est possible que la voiture, malheureusement, elle ne puisse pas être dans cette bande passante en tout cas efficace. Et comme le dit Laurent, du coup, elle se retrouve dans une situation où on remet du barsouinage parce qu'on n'a pas le choix. Il faut que la voiture tourne, quoi. Donc, en gros, si elle ne tourne pas, on est obligé de se remettre dans des setups qui ne sont pas forcément les bons. Merci Eric. On enchaîne avec donc Ami. Quel est ton top cette semaine? Donc je suis globalement d'accord avec tout le monde. Donc j'essaye d'être un peu différent, original. Je mettrai le circuit de Las Vegas et Las Vegas tout court. Parce qu'on a eu droit à un Grand Prix magnifique et c'est chaque année pareil. Il est facile de dépasser, c'est un circuit surprenant aussi, ça c'est façon jackpot. Hein. Les Mercedes, oui, elles marchent bien avec les pneus à clous. Il n'y a rien à faire, mais moi j'ai adoré ce Grand Prix. Voilà, c'est stratégique, c'est fun, juste parfait. Le départ des pilotes en Rolls-Royce, ça, c'était un peu moins bon. Hein. J'espère que l'année prochaine, l'entertainment manager du circuit trouvera quelque chose d'autre. Un mot sur Ferrari quand même, qui s'est plutôt bien comporté. Podium de Sainz, 4e Leclerc, qui a été 2e pendant un bon moment. Et puis ce psychodrame en interne à faire au sein de Ferrari, qui appelait son équipe à la radio et qui a explosé de colère lors du tour de décélération. Alors je mets dans le contexte et je résume la citation parce qu'on ne peut pas passer l'extrait, on n'a pas les droits. Il s'est plaint, je cite, d'être trop gentil en respectant à la lettre les consignes d'équipe et de ne pas attaquer Sainz et que celui-ci en retour en ferait de même. Du coup, après son arrêt au stand, Sainz l'a doublé sans lui rendre la place, le privant d'un podium. Un manque de respect selon Leclerc. Donc, Ami. Bon, vous savez ce que je pense quand Charles est comme ça. Je crois qu'il faut qu'il arrête de pleurer. Hein. Quand il s'énerve trop vite, j'avais déjà proposé aussi qu'il prenne un sophrologue. Hein. Il faut se calmer, quoi. Il y a un moment, il faut savoir être adulte. Et Charles, de temps en temps, a des réactions, je trouve, d'enfants gâtés qui n'ont pas lieu d'être. Maintenant, bon, c'est clair que Carlos ne va pas l'aider. Alors que lui a laissé passer Carlos tout de suite quand c'était la catastrophe avec les pneus médiums. Mais bon, voilà. Pas grand-chose d'autre à ajouter. Et si vous voulez jeter de l'huile sur le feu, ne m'attendez pas. Ouais. Justine, Guillaume ou Laurent en plateau, une petite réaction à la déclaration de Leclerc.
il ne faut pas oublier que Sainz, quelque part, il ne re-signe pas, donc c'est un peu normal qu'il joue sa carte pour l'année prochaine. Oui, et puis je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est une stratégie d'équipe. Il faut faire confiance évidemment aux ingénieurs, à l'équipe, il y a une vision globale et que souvent on voit des pilotes qui sont très démunis quand ils sont dans la course, dans le tunnel, mais que malheureusement il y a une stratégie plus large. Donc ne pas oublier quand on est 2 pilotes qu'il y a une écurie derrière. Je sais pas. Ouais, moi, je suis pas d'accord avec ça et je comprends ce que mais je comprends ce que tu veux dire sur la partie équipe. Moi, ce que je pense, c'est juste que Sainz, c'est peut-être une des dernières chances qu'il a de monter sur le podium. Quel podium? Oui, non, mais de remonter sur un podium. Donc, il a l'opportunité, il a saisi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est la Formule 1, on sait qu'ils sont tous. Enfin, je suis moins choqué par ce que fait Sainz là que, par exemple, Verstappen l'an dernier au Grand Prix du Brésil. On lui dit laisse passer Checo parce que du coup, on est capable de gagner on risque de perdre la deuxième place et qu'il dit qu'il laisse faire. Je vais pas et qu'il le fait pas, quoi. Donc tu vois, pas obligé de détailler ses propos. Non, mais tu vois, donc moi je me dis Sainz, allez, c'est sa dernière chance de briller. Ouais, l'année prochaine, ce sera plus difficile avec Williams. C'est quand qu'il va monter à nouveau sur un podium. Guillaume. Oui, moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Alain. Je trouve que Leclerc a trop tendance à, en public, émettre des avis un peu directs. C'était pas prévu, il a laissé le micro ouvert. Oui, non, je pense que après, on peut se demander si c'était voulu ou pas. Mais... C'est pas la première fois, il le fait régulièrement contre son équipe, et je trouve que c'est pas très bien, pas très correct, et c'est pas très respectueux pour le coup de lui envers son équipe. L'avis de notre team principal, Alain, Eric, pardon, voilà, n'importe quoi. Eric. Alors, je dirais c'est un peu des deux. Laurent a forcément raison. Sainz, il s'en fout, clairement. Lui, il est mis dehors dans 3 Grands Prix, enfin 2 maintenant. Donc, clairement, il a vu une opportunité de faire un podium. En gros, ça a été le mot qu'ils ont parlé d'utiliser, fuck. Et c'est clair qu'après, oui, il y a des stratégies d'équipe. Mais bon, quand on est dans une situation où Sainz se sent un peu quand même... spoilé de partir, donc effectivement c'est pas génial. Et puis on verra l'année prochaine quand la pleureuse elle sera à côté de Lewis qui lui fera pas de quartier. Merci Eric. De ton côté, Alain, quand même, Ferrari qui grappille quelques points encore ce week-end sur McLaren qui revient à 24 points au championnat constructeur. Regarde sur ce magnifique slide. McLaren qui domine encore avec 608 points devant Ferrari 584. 555 pour Red Bull et Mercedes qui revient du diable vert avec 425 points. Est-ce que c'est confort encore? Tu penses que Ferrari a encore ses chances pour le titre constructeur? Ça peut. Je dirais que Fred n'est pas très confortable pour le prochain Grand Prix, il l'a dit. Mais, pour plein de raisons. Comment? Pour plein de raisons. Oh, bon. Non, mais voilà, à part ça, 20 points, c'est pas énorme. Et la McLaren, quand même, était beaucoup plus en retrait qu'on aurait pu l'imaginer. Il n'y a qu'à voir nos pronostics. Ouais, c'est clair. Mais on en reviendra tout à l'heure. Guillaume, quel est ton top cette semaine? Oui, mon top, c'est Alpine en qualif, que vous avez le blanc était long. Le blanc entre le Alpine et en qualif a été très très long. On a eu peur. Non, mais vous avez rappelé, vous avez dit week-end malheureux. Alors, c'est une course malheureuse, mais un week-end qui avait plutôt bien commencé pour les Bleus. Ils sont tout misés sur la qualif. Et Gasly a fait la meilleure qualification d'Alpine cette saison. D'ailleurs, il a même fait sa meilleure qualification, lui, en tant que pilote, depuis qu'il a débuté en F1. Il avait démarré une fois deuxième, mais il avait bénéficié de 10 qualifications devant lui. Et du coup, j'ai envie de mettre en avant, la stabilisation de l'écurie avec l'arrivée d'Oliver Hawks cet été. 2, les progrès... c'est pas l'effet Briatore, c'est Hawks. Je pense que c'est plus Hawks que Briatore sur cette partie-là. Mais bon, 2, je pense qu'il faut mettre en avant aussi les évolutions aérodynamiques qui marchent bien sur l'Alpine malgré un déficit de moteur. Ouais. Et 3, je mets en avant le talent des pilotes, en particulier celui de Gasly ce week-end, parce que quand l'Alpine peut faire top 10, et ben avec Gasly, ça fait top 5. Et je trouve qu'il faut mettre en avant ça. Ocon a fait 11e. C'était respectable, il est aux portes de la Q3 et Gasly quand même à la régulière et devant les McLaren, devant Verstappen, devant Leclerc. Je pense qu'on peut effectivement parler de top pour Alpine en qualification. Eric, ton analyse sur les résultats d'Alpine, du moins en qualif, qui sont vraiment encourageants.
Encourageant, oui. Alors attention, je pense qu'il y a. Alors je vais pas doucher un peu l'ardeur de notre ami, mais je pense que c'est aussi dû à la spécificité du circuit de Las Vegas, qui fait partie de ces nouveaux circuits que la F1 a voulu et voudra et qu'on verra de plus en plus dans le futur. C'est des circuits à ce qu'on appelle la low downforce, donc avec des appuis plutôt légers, ce qui favorise les dépassements. Donc c'est pour ça qu'on a pas mal de dépassements. On a des grandes lignes droites, il n'y a que 4 virages, ou 5 si on veut. Donc je pense que c'est aussi lié à ça, mais je rejoins un peu l'avis parce que les deux pilotes sont quand même là, ils sont là régulièrement et ils se battent là. Donc après, quand il y a une petite opportunité, ils sont là. Après, c'est vrai que la 3e place de Gasly était un peu plus qu'inespérée, on va dire. Oui, et effectivement. Maintenant, il est bon à Las Vegas. L'année dernière, il était 4e, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est un circuit qu'il aime bien. Aux essais, je parle. Il faut regarder ta caméra, mon cher donc Camille. De mon côté, mon top, je vais paraphraser notre ami Eric. Mon top, c'est également George Russell. Je considère qu'il a un peu été mal considéré ce week-end parce que tout le monde disait Lewis Hamilton, Mercedes, mais c'est quand même lui qui a gagné. Et puis, accessoirement, il a fait la pole, ce qu'il aime bien. Et puis, on a annoncé qu'il allait être bouffé en 2-3 tours parce que c'est vrai que les Mercedes avaient tendance à bouffer les pneus très rapidement et c'est lui qui a le mieux géré. Donc, j'ai trouvé ça assez remarquable, sa gestion de la course. Et il a eu une pression de dingue depuis le début de la saison, notamment avec l'annonce de l'arrivée de Kimi Antonelli. Et malgré tout, il a résisté à cette pression-là. C'est pas facile quand on voit arriver des jeunes loups comme celui-là, qu'on annonce comme étant le nouveau phénomène. Alors lui, carrément, on le met sur la touche. Déjà numéro 2 avant même que le numéro 1 arrive. Et puis malgré tout, il a remporté 2 victoires, une de plus que Lewis. Et encore, il faut se rappeler qu'il a été disqualifié en Belgique. Normalement, il devrait en avoir 2 de plus. Laurent. Non, ça nous donne quand même une saison où on a 7 vainqueurs de Grand Prix. Tu vois, et pour lui, c'est la plus belle victoire. Parce que toutes les fois où il avait été victorieux avant, ça avait été sur un fait de course. Il y a eu, tu vois... en Belgique. Oui, non, avant même. Autriche. Donc là il a fait et la pole, il a converti la pole. C'est sa plus belle victoire. Oui, d'ailleurs, c'est un peu bizarre que tu mettes Hamilton en top, alors que entre les deux pilotes Mercedes, c'est quand même Russell qui est largement devant. Je te dis juste que Hamilton, c'est la remontada. Je pense qu'il te cherche. C'est la remontada d'Hamilton. Non, mais j'avais pas compris l'émission. J'ai pas compris que c'était le top de la course et pas le top du Grand Prix. Mais toi, c'est les qualifs. Et pour enfoncer le clou, il faut noter que durant les 3 saisons que Russell a passées aux côtés de Lewis, il a dominé le 7e champion du monde à 2 reprises, du moins pour le moment. Et aucun équipier d'Hamilton n'y était parvenu auparavant. Rosberg, si. Non, mais une saison uniquement, Rosberg. Oui. Non, il est un peu sous-coté et je trouve qu'il est brutal ce pilote, Eric. Il est très bon. Alors c'est vrai qu'il a un caractère assez plat, on va dire. Il est plutôt discret, très british, mais c'est quelqu'un qui, effectivement, quand on regarde sa carrière, ce qu'il a fait depuis le karting, il est quand même assez phénoménal. Et après, c'est à lui de s'intégrer un peu plus, c'est à lui de s'affirmer un peu plus dans le paddock, d'être un peu moins gentil, comme tous. On va en parler des gentils. C'est un très bon pilote. On enchaîne avec vos flops et on commence avec Justine. 2 flops ce week-end, évidemment. Je rejoins Guillaume sur le côté alpine. Grosse déception avec Gasly qui nous avait vraiment fait espérer en 3e. Et vraiment, tu en parleras mieux que moi, Guillaume. Mais évidemment, côté Red Bull, un peu une petite déception et un petit flop avec le choix de la voiture. Cet aileron qui a été mal choisi, qui a pénalisé les pilotes. Et un Verstappen qui finit par avoir ce titre de champion. Malgré tout, mais avec une arrivée P5 qui est quand même pas une façon de finir, je trouve, de manière aussi aboutie qu'on aurait pu l'espérer. On va pas gagner tout le temps. Mais voilà, donc un tout petit flop de ce côté-là. Mais voilà. Je te rassure, on a prévu un chapitre entier pour célébrer le 4e titre de Red Bull. Le champagne, donc parfait. Oui, et puis toujours pour Alpine, mon cher Guillaume, un passage au stand pour rien pour Ocon aussi. Donc c'est aussi ton flop. Oui, voilà. Donc moi, mon flop, c'est Alpine en course, du coup, parce que même si le samedi s'était très bien passé, le dimanche a été catastrophique. Dimanche heure française, pas heure américaine. Alors déjà, il y a l'arrêt au stand raté de Gasly, son premier arrêt au stand. Il s'arrête au même tour que Tsunoda, avec qui il est en bataille en course. Il rentre devant, il sort derrière parce que c'est 3 secondes 3. Donc l'exécution de l'arrêt au stand pour Gasly n'est pas bonne et il perd une place importante contre Tsunoda. Voilà, donc déjà, c'est la première chose qui m'a un peu agacé. Deuxième chose, le moteur qui casse. Donc là, évidemment, il y a de la performance,
il y a un pilote qui surperforme par rapport à la quête de la voiture et le moteur casse et on perd des gros points, enfin des petits points, mais des points importants dans le championnat constructeur. Et côté Ocon, oui, catastrophe. Honnêtement, si j'étais un peu provocateur, je dirais qu'on a fait une Ferrari, quoi. Je veux dire, on rentre. Pardon. Non, regardez, il fulmine. Donc non, mais franchement, Ocon, en fait, je pense qu'on domine trop la Formule 1 en ce moment, Olivier. Oui. Du coup, on veut se pénaliser, on se met un drive-through. Parce que sinon, on est totalement devant avec 30 secondes d'avance. Ocon rentre au stand, personne n'est prêt. Ensuite, on essaye de sauver les meubles en faisant un arrêt, en retardant la descente d'Ocon. Bon, voilà, c'est raté. Et l'exécution de la course, c'est pas bonne. Donc, Camille, dis quelque chose, Camille. Faire une Ferrari, Non, c'est louper ses arrêts au stand. Je pense que le pardon doit aussi être de mise dans cette émission. Je vais donc pardonner Guillaume, qui souffre depuis le début de la saison, qui souffrira encore la saison prochaine. Donc je peux accepter ce genre de dérapage incontrôlé. Laurent, ton flop également, je crois que c'est Alpine. Hein. Ouais, c'est Alpine. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine de voir l'écurie dans cette situation. Avec, tu vois, moi je le vis avec Mercedes. Hein, ça bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Et là, c'est encore plus dur. Tu vois. Et surtout qu'il y a un enjeu qui est terrible au classement. Hein. Et donc avec cette surprise du Brésil, où finalement on s'est dit mais tout est possible. Et du coup, il y avait eu une nouvelle donne pour le classement mondial. On sait que à la clé, c'est 10 millions par place. Ben ouais. Donc en fait, ça va être 20 millions entre le 6e et le 8e. Hein. Ça, il y a 20 millions d'écart. Je suis payé l'arrêt au stand. Hein. Ouais. Et donc, Flavio, il doit fulminer aussi du côté. Et là, tu te dis comment c'est possible. J'imagine dans la tête de ce pauvre Ocon où il rentre et il y a rien quoi. Et tu dois tu vois, on n'a pas parlé de Ferrari qui a failli louper l'arrêt de Sainz, hein, mais Sainz qui limite se met dehors à cause de, tu vois, qui évite l'entrée, on lui dit rentre. Ah non, ne rentre pas. Et tu dis à ce niveau-là, c'est d'où l'expression faire une Ferrari. Moi, je rajoute quand même un truc. Oui, je rajoute quand même un tout petit truc par rapport à Alpine, c'est le problème moteur et je pense que la réaction d'Oliver Hawks le samedi en disant ce sera beaucoup moins facile dimanche, au moment du Grand Prix, c'est peut-être pas par hasard quoi. N'oublions pas pourquoi Flavio est arrivé, qu'il a choisi Oliver Hawks, c'est que on est en train d'essayer de dire c'est la faute du moteur, point. Et quand même. Alors, qu'en pense notre team principal ? C'est la pire manière de conclure un Grand Prix pour Gasly, c'est pas de moteur. On l'a dit, ils perdent la 6e place au profit de Haas au championnat constructeur. Et puis, quel message au moment où on annonce en 2026 le passage du moteur au moteur Mercedes, Eric ? Ouais, alors là, je pense que c'est un flop, effectivement, parce que quand on a réussi de si belles qualifs sur un circuit aussi particulier que Las Vegas, ils auraient pu faire mieux, dû faire mieux. Après, c'est aussi une fin de saison, faut pas l'oublier. Fin de saison, qui dit fin de saison dit la fin des rotations des pièces moteurs notamment, puisque c'est extrêmement limité en termes de pièces. Donc ça peut arriver. Et puis après, effectivement, les ratés sur les pit stops, ça, c'est pas forcément acceptable. Mais moi, mon flop, c'est pas ça. Mon flop, moi, c'est l'annonce du départ de Greg Maffei juste avant le Grand Prix de Las Vegas, qui est quand même, on le rappelle, le Grand Prix qui est organisé par la Formule 1 elle-même. Et Greg Maffei, c'est assez particulier. Greg Maffei, c'était le patron de Stefano Domenicali. Donc le président du board de la FOM. Et donc j'ai trouvé ça très étonnant que la veille de la course, qui est quand même la course la plus atypique, on va dire, on annonce le départ de ce grand monsieur c'est quand même lui qui a racheté la F1, on va dire. Petite note qui n'est pas sportive, mais qui m'a un peu interpellé, voilà. Ouais, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'écurie américaine qui devait arriver. Souviens-toi comment elle s'appelle ? Aidez-moi les amis. Andretti, parce qu'il avait dit moi vivant jamais Andretti en F1. Là il est plus là, le garçon. C'est ça ? Il n'y aura pas Andretti non plus. Ce sera Cadillac. Ce sera Cadillac. Ouais, c'est clair. Donc Ami, ton flop cette semaine ? C'est pour son œuvre, c'est notre ami Stroll. Voilà. Oh là là. Parce que là, je trouve que c'est magnifique, même ce que l'écurie lui a fait, puisqu'il a déclaré que le résultat n'était pas bon. Regarde comme il se débrouille au volant de cette Aston, comme c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Regarde comme il est à l'aise, il sourit. Ah oui.
Là, il ne Beau voit pas gosse, qu'il y a des drapeaux jaunes comme l'année dernière, enfin, etc. Donc, non, il n'y a rien à faire, quoi. C'est dramatique de voir ça. Et donc, voilà, pour son œuvre, et je trouve que son écurie au second degré a été magnifique, puisqu'a priori, on lui a coupé la radio, et que c'est pour ça qu'il n'a pas pu terminer 12e. Parce qu'il n'avait aucune communication radio avec son écurie. Ah bon, ok. Tu as beaucoup hésité avec Checo Pérez, quand même. Hein oui. Petit mot sur Checo, quand même. Mais j'avais déjà dit Checo, je crois, l'autre fois, donc je me suis dit, allez, on y va sur Stroll. Attention à ce que tu dis. Non, mais quel contrat avec son coéquipier? Comment expliquer que, encore une fois, Max soit encore champion du monde et termine dans le top 6 alors que... On va en parler, mais c'est ça en fait qui grandit l'œuvre de Verstappen cette saison. C'est que je pense qu'il n'a pas la meilleure voiture et puis qu'on voit l'écart entre lui et Pérez. Je pense que c'est Verstappen qui est champion du monde plus que Red Bull, quoi. Et Pérez, en vrai, il a quand même fait une bonne course. Il a fait plutôt une bonne course. Il n'est pas sorti, c'est ça que tu veux dire? Non, mais il est remonté. Il a passé les Alpines, attends. Oui, il a fait un plan, c'est vrai, il a fait la plus beau. Non, mais voilà, mais par contre, effectivement, c'est un week-end gâché par les qualifications encore monstrueuses pour Pérez. Il y a quelques snipers. Il a dépassé 2 voitures. Voilà. Bref, Pérez quand même incapable de se qualifier en Q2, hein, c'est une catastrophe. Je cite, je paraphrase Sergio Pérez, Checo, la voiture a un problème majeur et ne me convient pas. Ah, c'est lui le problème, pour le coup. Voilà, je n'ai rien dit. De mon côté, mon flop, c'est tout simplement à l'écurie McLaren transparente ce week-end, avec un Lando Norris seulement 6e, très discret, Piastri 7e. McLaren qui n'est plus la voiture la plus rapide, mon cher Eric du plateau. Hein. La paddock, les mauvaises langues du paddock évoquent même un durcissement des contrôles de la FIA. On parle de double DRS. Qu'est-ce que tu en penses de ce manque de performance? Est-ce que c'est conjoncturel, dirons-nous? Oui, non, je pense que c'est aussi lié à Las Vegas. C'est qu'ils ont énormément développé la voiture pour avoir une voiture qui était quand même l'une des plus rapides sur tous les tracés. Las Vegas, c'est très particulier, hein, et il faisait froid aussi, donc on verra au Qatar ce que ça donne, mais je pense que McLaren sera de nouveau compétitif. Au-delà, rapidement, entre nous, les amis en plateau, McLaren qui peut nourrir des regrets sur cette saison? Pas tous en même temps? Oui, totalement. Moi, c'est ma théorie depuis plusieurs Grands Prix déjà. Je pense que Norris aurait dû être champion du monde si McLaren avait mieux exécuté en fait la saison. Je m'entends, à partir du 6 ou 7e Grand Prix, McLaren n'a absolument pas optimisé son potentiel. Ils ont du mal en fait à entrer dans le costume du favori. Ils ont fait des erreurs stratégiques. Ils sont entraînés pour l'année prochaine. Oui, peut-être. Et je pense que McLaren a fait une bonne saison. Globalement, je pense qu'ils sont contents, mais ils auraient pu faire encore mieux. Pourquoi tu fais non comme ça, Laurent? Parce que je pense qu'une saison, c'est très très dur. Et je pense que quand il y a des opportunités comme ça, il faut les saisir. Oui. Le nombre de pilotes et d'écuries qui ont failli être champions à un moment donné, qui ne l'ont pas été, c'est très très dur. Peut-être que Norris, il n'aura plus jamais aucune chance d'être champion. Je pense à Felipe Massa. Je pense à Massa. Mais il y en a plein dans l'histoire de grands pilotes. Mais même Alonso, regarde Alonso, il en a 2. Normalement, il peut en avoir 7. Il pourrait en avoir, exactement. Et toi, à un moment donné, ça se joue. Ça se joue. Non, mais ça se joue à pas grand-chose. Donc, c'est très très dommage. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec Guillaume. C'est à un moment donné, il y a eu un problème d'exécution, il y a eu des cafouillages, et il faut reconnaître quand même quelque chose, c'est que Red Bull, malgré le début de saison catastrophique, hein, je parle de la dick pic machin et tout ça, de Horner, et malgré toute cette déstabilisation, malgré tout, ils ont à la fin, c'est quand même Verstappen qui est champion du monde. Mais c'est comme les Allemands au football, hein. Mais Red Bull est 3e. Donc ça, c'est terrible. On va y venir. Un mot au sujet quand même, je voulais avoir l'avis d'Eric sur Colapinto, qui était le héros jusqu'à maintenant de la C'est Colomur là plutôt, non? Et maintenant, c'est plutôt le zéro, d'après ce que disent les dernières infos. Moi, j'aime beaucoup Colapinto. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il prend des risques, et voilà, ça arrive. Et il doit faire ses preuves en quelques grands prix seulement, donc forcément, ça passe ou ça casse. J'en pense que Colapinto, c'était effectivement une très belle surprise, en tout cas un petit wake-up call, comme on dit dans le paddock. Mais bon, c'est pas non plus un garçon qui a brillé dans les séries juniors. Hein. Il a fait quelques podiums, quelques victoires, mais c'est pas, je veux dire, un champion en herbe dans les catégories juniors. Donc il aurait eu besoin effectivement de pouvoir se préparer un peu plus et de faire une saison complète. Là, je pense qu'il s'est mis un peu trop la pression. Et c'était un peu la boulette de trop là, à Las Vegas, quoi. On lui souhaite de mieux terminer les 2 prochains Grands Prix qui viennent. Retour sur le 4e titre de champion du monde de Max Verstappen, malgré, comment dire, une saison difficile.
Un Verstappen imperturbable cette saison, qui rentre un peu plus dans la légende avec 4 titres de champion du monde. Il égale ainsi Alain Prost et Sébastien Vettel, malgré une entame de saison ô combien difficile avec la polémique en coulisses autour de son team principal, Christian Horner. Il semble véritablement hermétique à la pression, Justine. Hein. Oui, impressionnant. C'est vrai qu'il a un tempérament qui est très rare et je pense que les autres pilotes vraiment n'arrêtent pas de le souligner. Malgré toutes les difficultés auxquelles il a fait face, Christian Horner, on va en parler, mais de ce scandale terrible qui l'a quand même bien perturbé, un coéquipier qui au final ne lui fait pas forcément de passes décisives, qui ne le soutient pas, mais une écurie qui est quand même derrière lui, une voiture qui a du mal en début, qui a du mal encore à ce Grand Prix. Non, il est imperturbable, il est résilient et je pense qu'il a une agressivité qui peut lui être reprochée parfois parce qu'il prend beaucoup de risques, mais qui lui a permis, on parlait avant de Norris, je pense, de faire cette vraie différence, d'aller au bout et d'aller attraper ce 4e titre. Et ce titre a une saveur particulière, Justine, car il n'avait pas la meilleure voiture du moins en fin de saison. De loin peut-être pas non plus, mais... Je veux dire, là, vraiment, il n'y avait pas une Alpine en clair, c'est ça que je voulais dire. Pardon. Non, mais ça va, il n'avait pas la meilleure voiture. Mais c'est dur de faire la part du rôle de la voiture versus le rôle du pilote. Mais je pense que quand on voit Verstappen, et c'est ce qui a été un peu le problème de Red Bull tout au long de la saison, c'est quand on a un pilote qui est aussi talentueux, qui arrive à transformer une voiture qui est peut-être pas exceptionnelle, mais arrive à avoir vraiment de la technique qui permet quand même d'arriver à gagner ou d'arriver à faire des podiums. C'est difficile à la fin de se dire, OK, quelle est la part de la voiture, est-ce que la voiture est mauvaise ou est-ce que c'est le pilote qui est vraiment excellent? Donc... Je vous ai perdu. Non, je regardais Laurent qui est dubitatif. Non. Ouais. Tu sais, Max Verstappen, c'est son meilleur ami. Hein. Non, c'est le... Non, mais il est... Non, c'est quand même le pilote qui a le plus de victoires cette année. Ouais. Faut quand même, tu vois, Oui, mais il a dit en début de saison. Hein. Oui, mais il a dit une phrase. On lui a posé la question et j'ai trouvé ça génial lors de l'interview. On lui a dit et si vous aviez eu une McLaren? Et il a répondu j'aurais été champion du monde plus tôt. Et c'est très très dur pour Red Bull, hein, mais non, il est indéniable. C'est dur pour Lando. Hein. Oui, c'est dur pour Norris. Bon. C'est dur. Je crois que le message est destiné à Lando. Il a été très fair-play. Qui pour le coup lui a été très fair-play sur deux choses. Il a fait une affiche assez marrante parce que comme le chiffre de Lando c'est le numéro 4, il a fait un truc avec le 4 en disant Max 4 fois champion du monde avec en prenant son numéro. Et puis après il a dit, il a republié une photo de lui et Max petit. Qu'est-ce que c'est que ces stats? En fait, va à l'essentiel. Tu as 30 secondes, sinon tu finis au box. Ouais, je sais. Donc je me suis souvent posé la question, parce que comme je suis un fan de... Attends, voilà, tu as prévu un panneau rien que pour toi. Donc en fait, tout le monde sait que je suis fan de Hamilton, et on m'a souvent dit, ouais, mais Hamilton, il a beaucoup gagné en consécutif, il a eu la meilleure voiture et tout. Du coup, ce matin, je me suis amusé à faire 2 exercices, très rapides. C'est pas fini. Ok, 2 exercices. Il était chez Alpine, il n'aurait pas gagné chaque saison. Je te donne juste les 2 exercices que j'ai fait. Le premier, c'est, imaginons que quand un pilote gagne un Grand Prix, gagne un championnat et qu'il avait gagné l'année d'avant, ça compte pas. On ne gagne que ceux qui ont fait un peu de retournement. Et en fait, c'est très, très intéressant parce que quand tu fais ça, le classement n'est plus du tout le même. Hein, et on a des pilotes comme Prost, tu vois, Piquet, Lauda, Jackie Stewart, tu vois qui redeviennent intéressants. Bien évidemment, tous ceux-là sont ex-aequo, hein, avec 3 points. Mais je me suis dit, c'est quand même dur parce que quand tu as gagné un Grand Prix, avec des si, on peut refaire le monde. Hein. Bah oui. Si ma tante en avait, ça serait mon oncle. Je sais. Je dis juste que ce que j'ai fait comme exercice, j'ai dit si on gagne un championnat, on marque 1 point. Et si on gagne un championnat, attention. Je sais. Si on gagne un championnat et qu'on avait gagné l'avant, on marque un demi-point. Alors, la fois prochaine, il va nous chercher une statistique. Le numéro 1, c'est le nombre de grands-mères qui ont fait du karting. Hamilton numéro 1. Hamilton numéro 1. C'est bon. Schumacher numéro 2. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, on a Prost, Fangio. Qui sont ex-aequo en numéro 3. Ça te donne... C'est le classement des plus méritants. Non, ce que je veux dire, c'est que quand tu as un pilote comme Max qui gagne 4 années d'affilée et qui gagne... Regarde Vettel, il a 4 titres, 4 années d'affilée. Fini, plus de Vettel après. Finalement, c'est chez Ferrari, c'est pour ça. Non, mais c'est la question que je me pose, c'est quelle est... Tu vois, finalement, est-ce que... Et même ton ami Alonso, 2 victoires d'affilée et puis hop, plus rien, quoi. Mais il est allé chez Ferrari. Est-ce que je peux rajouter un petit truc sur Max? Oui. Moi, ce que j'ai trouvé d'abord, c'est un gars qui est en fait beaucoup plus simple et beaucoup plus sympa qu'on ne veut le dire, mais qui en course parfois dépasse les limites. J'en suis convaincu, enfin j'ai déjà dit. Mais ce que j'ai trouvé quand même très fort chez lui cette année-ci, c'est qu'il est parvenu à se dépêtrer d'un truc épouvantable qui était la guerre intestine chez Red Bull. Entre son père et Horner. Alors là, il faut vraiment le faire. Parce que ça, question pression, ça devait pas être triste.
Guillaume. Ouais, les deux sont terribles. Ouais. Alors moi, je vais aussi dire mon mot sur Verstappen. Je pense que Verstappen, c'est un très beau champion parce que c'est quelqu'un qui optimise toujours ce qu'il a. Et pour moi, quand on parle en fait de la différence entre pilote et voiture, le bon pilote, le grand pilote, c'est celui qui arrive toujours à surperformer, à aller au-delà de ce que la voiture peut lui donner. 101%. Et en fait, dans cette saison, il y a deux grandes parties. La partie 1, où Red Bull est la meilleure voiture, il fait carton plein, il gagne tout, en fait, voilà. Et il y a la deuxième partie où la Red Bull est pas la meilleure voiture, et il optimise à chaque Grand Prix. Il ne À chaque Grand lâche Prix, rien. il lâche rien, il marque les points, 4, 5e, 6e. Mais en fait, il fait toujours le mieux qu'il peut, en fait. On n'a pas l'impression qu'il peut, entre guillemets, faire mieux. Il n'y a pas d'erreur, en fait. Il optimise, c'est quelqu'un qui optimise. Et Presque c'est pas aussi ce que je dis sur, par exemple, des pilotes comme Pierre Gasly. Des mecs qui Oui. optimisent, en fait, ce qu'ils ont. Et c'est ça, les vrais grands pilotes. C'est les pilotes Il a qui pas ont un grand-chose. potentiel de champion du monde. À ton avis, qu'est-ce C'est ça. qu'il aurait fait chez Alpine? Comme Gasly. Hein. Eric, de ton côté, ton sentiment, tu es d'accord avec Guillaume Verstappen a gagné son titre en capitalisant d'abord sur la Bien sûr. supériorité de sa Red Bull en début de saison. J'ai toujours pas compris pourquoi elle s'est écroulée, la voiture, il faudra qu'on m'explique. Hein. Ouais. Et par la suite, il a enchaîné sur 10 Grands Prix sans victoire. Hein. Ouais, Et on le ouais. disait, c'est sa première fois qu'il gagne un titre sans avoir la meilleure voiture. Et 2 courses avant la fin. Les 2 courses à la fin. Et Ouais, enfonce le alors, clou. c'est ce que Guillaume a dit, c'est aussi ce que Justine a dit. C'est pas la meilleure voiture, mais là on voit la différence entre un vrai pilote et pas un très très bon, on va dire. Quand la voiture était dominante, si vous vous rappelez, il y a 1 an, il y a 2 ans, un Sergio Perez était dans le top 6 à chaque course. Avec le coude, Max dominait. le coude à la fenêtre, hein, comme ça. Aujourd'hui, voilà, quand la voiture n'est plus aussi bonne, effectivement, Max, il en tire la quintessence, il est opportuniste, il sait quoi faire. Quand il était quand même en P1, je crois, 17e à Ouais. Las Vegas, ça partait de loin quand même, hein, mais il a réussi quand même à la mettre dans le Ouais. top 5, Ouais. là où Sergio, péniblement, rentre dans le top 15. C'est là la différence entre deux pilotes, enfin un grand champion et un bon pilote, mais qui n'est pas au même niveau. Et donc, oui, effectivement, c'est le plus beau titre pour Max. J'ai la chance de connaître Max en privé. Max, c'est effectivement, comme le dit Alain, extrêmement humble, gentil et adorable, en fait. Hein. C'est un mec qui a les pieds sur terre. Et c'est à son image qu'on le voit en F1 aujourd'hui, où il peut faire abstraction de tout. Lui, il est là pour la course, point barre, Ouais. quoi. Ouais, Il délivre. on me souffle dans l'oreillette qu'il parfois, par moments, c'est un excellent babysitter. En revanche, ce qui est vraiment impressionnant, non, mais c'est vrai en plus, Eric peut en témoigner, il a vraiment tué la saison au Brésil. Hein. C'est là où Exactement. il a été vraiment. C'est-à-dire que la seule opportunité qu'il avait, il l'a saisie. Ça a été Ouais. extraordinaire ce qu'il a fait au Brésil. Dommage, sinon on aurait pu avoir un doublé Alpine, t'imagines? Bah oui. C'était Non, trop. mais Ouais. ça s'est joué à pas grand-chose. Ça, Ouais, ça avait ça pas s'est eu- joué à Verstappen. Avec les 6, non, ça s'est joué à la voiture de sécurité, un drapeau Pourquoi rouge. les dimanches et les samedis, ça se ressemble pas chez Alpine, hein. Ouais. Ouais, Justine, phénoménal au Brésil. Oui, phénoménal au Brésil. Je pense te- je te tends une Non, pas non, une mais je suis perche, d'accord, là. mais c'est vrai que moi, voilà, j'essaie de pas trop être. J'aime bien quand mes coéquipiers aussi, en sens, Verstappen de manière plus objective, mais totalement, il nous a fait une remontada qui était exceptionnelle. Et je pense que c'était nécessaire et c'était vraiment important. Et puis ça l'a placé après royalement pour ce week-end, pour justement se permettre de gagner ce titre qu'il voulait tant avoir. Et non, et puis il est remonté rapidement avec des conditions de Grand Prix qui étaient difficiles, beaucoup d'arrêts. Oui, enfin, moi, voilà, hermétique, incroyable. Il a pris beaucoup de risques. Parfait. Moi, je suis. Voilà. Prenez exemple, elle a travaillé, elle a préparé. Hein, n'est-ce Flying pas, Max, ce Mad championnat. Max, voilà, moi Voilà. il porte bien ses surnoms, quoi. Alors, ce qui est remarquable encore une fois chez Max, c'est qu'il est chirurgical. Hein, c'est-à-dire que vraiment, il touche vraiment du doigt là où ça fait mal, même après les Grands Prix, on vous le racontera tout à l'heure. L'un qui l'est beaucoup moins, qui a beaucoup plus de mal, qui est un peu peut-être trop tendre, c'est Lando. Est-ce que tu es d'accord avec ce qui bruise depuis des semaines en disant dans d'autres temps, dans d'autres temps. Regarde ces citations. On parlait d'une citation de Max tout à l'heure, citation de ton meilleur ami, Helmut Marko. Presque une tradition dans cette émission, la citation d'Helmut. Nous avons la chance que Lewis Hamilton ne soit pas un pilote McLaren, parce que s'il avait été le cas, il aurait été facilement champion pilote avec cette voiture. Bon, c'est à la fois une très grosse méchanceté envers Lando et une très grosse méchanceté envers son team principal, à savoir Christian Horner. Hein. Oui, puis c'est surtout faux. Ouais. En vrai. On va se baser Eric, sur- Je crois que vas-y, tu Eric. sais, je crois que c'est plutôt. C'est les jeux de bonne guerre. Hein, tu sais, c'est les petits pics dans la presse. En plus, il faut quand même se rappeler toujours le contexte. Quand vous êtes assis dans un paddock, vous êtes assis au milieu de la presse. Hein, donc, il y a forcément un moment, la presse va vous prendre. Vous êtes. C'est pas le meilleur moment, vous allez lâcher un truc et le truc devient viral maintenant. C'est comme ça Helmut, qu'on dit, c'est un bon sur les réseaux sociaux. client. C'est un bon client, Helmut, quand même.
Ouais, mais non, mais puis après, on connaît Marco. Il est là aussi pour un peu foutre le bazar. Il adore ça. C'est même son. Il se fait un peu chier dans la vie quand même. Dans le sait, il vient que sur le Grand Prix, donc si tu veux, faut bien qu'il existe. Mais pour revenir à Lando et McLaren aussi, juste un petit détail, mais c'est que par rapport à la saison qu'ils ont faite, alors oui, ils ont été trop tendres, oui, trop d'erreurs. Il faut savoir aussi que McLaren n'a pas gagné depuis très longtemps. C'est aussi une chose de réapprendre à gagner. C'est-à-dire que quand on a la voiture, oui, effectivement, on ne peut pas louper l'opportunité, comme le disait Laurent. Mais en même temps, réapprendre à gagner, c'est pas facile. Et c'est une logique, un état d'esprit qu'il faut redévelopper et recultiver. Et je pense que l'année prochaine, si la voiture en tout cas est toujours aussi bonne, McLaren sera beaucoup plus fort. Et au-delà, peut-être Guillaume en plateau, Max Verstappen a divisé pour mieux régner, malgré lui. C'est-à-dire qu'il a bénéficié du retour d'autres écuries qui étaient très en forme. La domination de McLaren n'était pas aussi étincelante que celle de Red Bull l'année dernière. Et il a bénéficié du retour de Ferrari et de Mercedes. Ouais, c'est un bon argument, c'est vrai. Alors il n'a pas divisé parce qu'il y peut rien lui, mais effectivement, si McLaren avait pris tous les points, peut-être que Norris aurait été champion du monde. Mais là, ils ont dû partager avec les Ferrari, parfois Mercedes. Donc évidemment, il n'y a pas eu Verstappen contre Norris seulement. Et je pense que ça l'aide effectivement. Allez, je propose qu'on revienne sur cette saison qui a vraiment été extraordinaire. Quelle saison on a vécu. C'est pas encore fini, mais quand même, on peut déjà faire un premier bilan. On a vécu vraiment une saison extraordinaire à partir du mois de mai, juin, juillet, quand Red Bull a commencé à avoir quelques difficultés, désolé Justine. On assiste à une redistribution des cartes. Et on a vraiment vu autant de gagnants différents dans une même saison, tu le disais tout à l'heure Laurent. Regardez cette slide, Max Verstappen, 7 victoires, Lando Norris, 3, Charles Leclerc, 3, Oscar Piastri, 3, Carlos Sainz, 3, George Russell, 2, et Lewis, 2. 8 pilotes ont gagné en au moins 2 courses, 4 écuries ont signé un doublé, 3 écuries possibles championnes pour le titre constructeur. Moi, ça fait des années de mémoire de fan de F1, j'ai jamais vu ça, moi, personnellement, Laurent. Piastri n'en a gagné que 2, je crois qu'il a dit 3, mais je crois qu'il n'en a gagné que 2. Tout à l'heure, je te disais que c'était la première fois de l'histoire de la Formule 1 qui avait 7 doubles gagnants sur une saison. Donc rien que ça, c'est exceptionnel. Il y a plus de Grands Prix aussi qu'avant. Oui, mais ça aide. Ça aide. C'est sûr que quand tu faisais entre 12 et 14 Grands Prix, que tu en fais 25, ça change. Néanmoins, pour nous qui regardons ce cercle se déplacer, ça fait des beaux combats. Moi, je pense que c'est une saison. On a commencé la saison et Alain, on a eu cette discussion au tout début de l'année. On était dépités. On va voir un déroulé. Et au bout de 3-4 Grands Prix, 5 Grands Prix où Max avait tout gagné, on s'est dit, l'an dernier, il y avait quand même Pérez qui avait gagné une fois ou deux au début et tout. Là, rien. Ça déroulait, quoi. Alors, comment on peut expliquer justement cette baisse subite de performance et cette montée subite de tous les autres concurrents de Red Bull, Eric ou Alain, s'il veut en discuter. Ferrari a eu un passage à vide, on sait pourquoi, et puis ils sont bien revenus. Mais Eric, comment on peut expliquer est-ce que ça vient vraiment de la réglementation et qu'on a trouvé l'arme secrète et elle a été supprimée de la Red Bull ? Non, c'est plus compliqué que ça. C'est un développement permanent. Donc sur chaque Grand Prix, les écuries amènent des nouvelles pièces de carrosserie, des nouvelles pièces de suspension. Et donc ce sont des petits ajustements. Je dirais que quand les écuries rattrapent celles de devant, c'est parce qu'ils ont fait des steps un peu plus importants. Donc la performance, on va dire, ils ont rattrapé un peu leur retard. La FIA est là aussi effectivement pour verrouiller certains choix. On ne le sait pas toujours dans la presse, donc il y a effectivement des décisions qui sont prises par la FIA qui vont peut-être altérer un peu la performance plus ou moins d'une équipe. Donc après, je dirais, ça bouge comme ça, c'est incrémental. Des fois on perd, des fois on gagne, et au final c'est la tendance générale qu'il faut regarder. Mais effectivement, les équipes ont plutôt bien amélioré. Puis on est quand même dans l'avant-dernière année de développement de cette réglementation. Donc les écuries petit à petit commencent à comprendre comment ça marche ces voitures à effet de sol. Du coup, je me demande même si on ne devrait pas garder cette formule pour quelques années encore. Justine, qu'est-ce que t'inspire cette année Red Bullesque, dirons-nous ? Non, mais je disais une saison un peu tumultueuse, un peu hétérogène, des tendances un peu... Je sais pas, je trouve ça très étrange. On a deux grands prix de la fin et au final, on a un championnat des constructeurs qui va être intéressant, mais on a autant d'écuries, autant de pilotes qui ont marqué cette saison. Donc, des mixed feelings, comme on dirait en anglais. Une saison un peu particulière, une tonalité étrange, mais très heureuse pour Red Bull. Je garde mon équipe en tête.
Ouais, Laurent. c'est intéressant ce que tu dis, C'est parce pareil, que finalement, ce qui a aussi sauvé Max, c'est toutes ces autres C'est victoires. ça, hein. exactement. Finalement, Max, il a été très bon. Donc, Divisé pour mieux régner. Non, mais il a été très bon. Encore une fois, regarde dans le classement, il a 7 victoires. Il n'y en a aucun qui en a autant que lui. Hein, et il peut en avoir encore 2 autres. Ouais. Néanmoins, ce qui a certainement permis c'est que tous les points derrière ont été rongés par toute une équipe de. Tu vois, je veux dire, à part Checo, ce qui est incroyable, parce qu'il ne joue pas dans cette catégorie. C'est justement ça, c'est que, en C'est fait, ça, en gros, c'est ça. dans les autres écuries, ils ont partagé les victoires entre les deux pilotes. C'est Ouais, ça, alors que là, Verstappen a pris tout là, pour Red Bull. C'est tu vois. ça, ouais. Ce qui explique Et que voilà. le titre constructeur s'éloigne C'est ça. définitivement du côté de Red Bull. Qu'est-ce qu'on peut penser des 2 derniers Grands Prix qui s'annoncent au Qatar et à Abu Dhabi? Ça s'annonce encore exceptionnel parce que tu disais les contre-performances de McLaren, c'est vraiment lié au tracé et à la température de Las Vegas, hein, Eric. Oui, j'en suis convaincu. Donc, je pense que sur le Qatar et puis surtout Abu Dhabi, on va retrouver une hiérarchie un peu plus normale, on va dire, ce qu'on avait l'habitude de voir lors de ces 4 ou 5 derniers Grands Prix, en tout cas. Donc ça va s'annoncer passionnant. Restez avec nous jusqu'à la fin de la saison. Et ce qui s'annonce encore plus passionnant, on l'a dit, c'est la saison prochaine. Parce qu'il y a une convergence, en fait. Il y a une convergence liée à la réglementation, on connaît, et il y a une convergence progressive entre les top teams. Et du coup, aujourd'hui, on a 4 équipes qui peuvent gagner. Je crains qu'en 2026, il y a peut-être, ce sera peut-être pas marrant, quoi, parce qu'il y a Une peut-être vraie une ou deux redistribution. écuries. Il Voilà. faut trouver la... Bon, moi, j'espère qu'Alpine va être Non, du bon côté. Ah, pourquoi? Ouais, on verra. hein. Bon, Voilà. l'espoir Bien. fait vivre. Oui, je comprends. Mais non, regardez la saison 2025. Elle va être magnifique. Parce que vraiment, il y aura 4 écuries qui vont se battre. Je pense qu'au bout du compte, cette fois-ci, c'est Ferrari qui sera vainqueur parce que l'apport de Lewis va faire beaucoup. Et ce sera pas sûr. extrêmement important. L'effet Vasseur jouera à plein, plus Lewis, je le sens assez bien. Ouais. Et Adrian va quand même regretter son déplacement chez les 007. Je pense qu'Alonso ne va pas du tout regretter le recrutement, crois-moi, Ouais. d'Adrian Newey. Messieurs et dames, Moi, j'ai entendu. C'est box. non, trop tard. Box, C'est box, l'heure box. du quiz F1, les amis. Le quiz F1, ce sont 4 questions. Une réponse dès la première vous rapporte 4 points, 3 points pour la seconde, 2 pour la troisième, et ainsi de suite. Si vous vous trompez avant la fin du quiz F1 et des questions, vous êtes éliminé, donc il faut répondre à bon escient. Êtes-vous prêts, madame, messieurs? Oui. Il s'agit d'une écurie. J'ai remporté 8 titres constructeurs. Mercedes. Mercedes F1, bonne réponse de Laurent Pantanach. J'ai remporté 128 Grands Prix en F1, j'ai remporté 4 Grands Prix cette saison et j'ai signé un doublé ce week-end, l'écurie Mercedes F1 menée par Russell et Hamilton, plus pour longtemps encore. Un pilote. Je suis 4 fois champion du monde. Prost. Vettel. Pardon? Vettel. Oui, Ah, oh là là. Sébastien Je me suis dit, Vettel. j'hésitais entre Bonne Max réponse de Verstappen. Justine. Il y avait un piège. Il y en a Il y avait trois. un piège, il y en a 3, donc Non, mais je me suis dit. Il y avait le piège. Il y avait un piège. dit, c'est Bonne trop réponse de facile. Justine. J'étais un pilote Ferrari. J'ai signé 53 victoires en Grand Prix. Et j'ai donc été égalé ce week-end par Ah. Max Verstappen, la boucle est 27 ans bouclée. et un mois. Voilà, Sébastien Vettel qu'on regrette en Formule 1. Oui. Juste pour info, le temps le plus court entre 4 titres, il y en a 2 qui pouvaient le faire, hein, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a Vettel et Max qui les ont fait en 4 cumulé, fois d'affilée. parce que Ouais. le Ouais, troisième, en c'est Prost et c'est étalé. Et donc, en fait, Max a mis un jour de moins pour avoir les 4 titres que Vettel. Ouais, Génial. 1079 jours contre 1078. C'est bien. Ça, génial. Solid, Ouais. very solid. Allez, on enchaîne avec un Oui. autre pilote. J'ai remporté 2 victoires cette saison, si vous avez suivi l'émission. Ouais, ouais. Bah, Je veux dire Piastri. Russell. Non. 3. Non. Ah. Ah bah dis donc, cette semaine, ça va pas bien pour Monsieur Guillaume. Hamilton. Ouais, mais c'est du Non, hasard. pourquoi tu l'ordinateur. t'enflammes toi de Ah. suite? Calme-toi. J'ai remporté Mince. 4 victoires en Grand Prix durant ma carrière. Russell. Oui, on aurait dit Russell. Non. Non, J'ai c'est terminé sur le podium ce week-end. Ah. Sainz. Eh ouais, Sainz. Carlos, je serai un pilote Williams en 2025. En régie, on en est où? Parce que j'ai pas compté. Alors 4 pour Laurent, 4 pour Justine, et là je donnerai le point à Alain du coup. Bah oui, forcément. 2 pour Alain. Forcément. 2 pour Alain. On peut Alain. répondre qu'on s'est trompé. Tiens, on est Ah Deux nul. points non, pour bah Alain. non. Eh oui, oui. Donc là, j'ai fini. T'avais Non, fini. Non, t'as fini pour la question Par d'avant. question. Ah oui, Tout va bien. Par question.
Allez, on enchaîne avec un ingénieur. Eric, on compte un peu sur toi quand même. Hein, se réveille un peu. On sait que le team, s'il y a une distance pour répondre, mais quand même, il est sur le coup. Elle est pour toi, ça, là, la question. Alors, je suis un ingénieur italien. Mattia Binotto. Non. L'ingénieur de Verstappen. Ah ouais, mais je veux son Ah nom. oui, il est super. Lambiase. Eh oui, bonne réponse. Bravo. Bonne réponse. Merci Eric. Bon travail de groupe. Bon travail d'équipe. Bien, magnifique. Bonne réponse de Don Camille. Une victoire collégiale de Circle. J'étais responsable de la compétition. Je suis responsable. Il vient d'être nommé responsable de la compétition de Red Bull. On me surnomme GP. Je souffle à l'oreille de Max Verstappen. Je suis Giampiero Lambiase. Voilà. Venu trop vite. Qui était dans la Rolls avec lui pour monter sur le podium. C'est vrai. C'est vrai. Exactement. Ah, et 8 points. Combien ça fait là 5 6 pour points. Alain. 6 Ah, c'était 4 là Ouais. Eh oui. Ah, pardon, j'ai cru que c'était. Pardon. Attention, messieurs. Mais à coup C'est une question pour Madame. Fabrice Marcella, mais il n'est pas là cette semaine. Quel était le nom original du circuit utilisé lors des premières éditions du Grand Prix de Las Vegas? César Palace. Non, il y a quelqu'un qui a répondu avant. Là, c'est pas Teams. Hein. Ça, c'est Guillaume. C'est Guillaume, bien sûr. Guillaume, Je 4. suis un célèbre hôtel situé sur le Strip. Mon parking a accueilli le tracé provisoire du Grand Prix. J'ai construit une salle de spectacle géante pour accueillir Céline Dion. Oui. Et j'évoque une figure de l'Empire romain. Il s'agit bien sûr du César Palace. Bravo. Allez, on enchaîne toujours avec le Grand Prix de Las Vegas. Quel pilote a remporté le dernier Grand Prix de Las Vegas avant Alboreto. Ah non, d'accord. son retour au championnat en 82, pardon? Alboreto. Ah, t'avais rigolé. Prost. Non, je suis un pilote italien, bien sûr, Alboreto. J'ai gagné sur une Tyrrell. J'ai remplacé Patrick Tambay chez Ferrari. Donc Amir, Ferrari, Alboreto. Là, j'ai été trop lent. Bravo, là. J'ai perdu la vie malheureusement Guillaume. sur le Low Bravo, String. Guillaume. Le grand Michele Alboreto, ça fait combien en régie? 8 8 pour. points pour Guillaume. Voilà. Oh là Qui là, le renverse la comeback. balance. Ah, ouais. Alors, Vraiment. J'ai laissé un peu de suspense, mais là. en régie, 8 points pour Ça fait d'abord 4 Guillaume. pour Laurent, 4 pour Justine, 6 pour Alain et Oh là 8 là. pour Guillaume. Donc c'est pas gagné encore. Il reste, Dernière. Il n'y a pas d'égalité. il reste une question. Mince. Un pilote. Je suis un pilote britannique. Lewis. Je suis un pilote britannique. J'ai rien entendu. J'ai remporté 3 victoires dans ma carrière. Russell. Russell. Non, il en a. Quatre. Eh oui. Ah, oui, oui. on l'a vu tout à l'heure, Eh tous les oui. deux ensemble. George Russell. Ouais. J'ai remporté Avec 2 l'Australian. victoires cette saison et j'ai signé la pole à Las Vegas. George Russell, et c'est encore une large victoire de Monsieur Alpine, Monsieur Redele Forever, alias Guillaume Pommier. Bravo Guillaume. Je fais briller les couleurs d'Albon. Malgré. Oui. Je te propose, tu vas être interdit de quiz F1 parce que c'est toi qui vas poser les questions, je vais prendre ta place. Je savais pour Russell. Allez, on enchaîne avec la Minute Insta. Et on commence très fort avec une ode au talent de Lance Stroll. Hey Lance, wanna go for a stroll? Hey Lance, can you meet the mall? You think you qualify pole? Come on Lance, could you do anything at all? Voilà, tout est dit, hein, on va pas en rajouter. Et regardez du côté de Max, il a déjà reçu son trophée de champion du monde, et oui, il en est digne, regardez. Il a retrouvé ses super pouvoirs, justement. Ah, oui. Il les a jamais perdus. Voilà. Un hommage également aux mécaniciens. Ce week-end de Williams qui, malgré leurs pilotes, leur permettent de prendre, qui arrivent malgré leurs pilotes à prendre le départ chaque week-end, mais c'est pas simple, regardez. Ce qui s'appelle inventer le mouvement perpétuel, mais ça marche apparemment. Oui. Les images des mécanos Williams lors du dernier crash, quand tu vois qu'il y a la caméra qui les regarde, il y a les mecs qui sont un dépit sur leur visage. Là, s'ils crachent encore au Qatar, je sais pas comment ils vont faire. Il y avait un dépit. Les gars, ils sont sur les rotules, quoi. Allez, on enchaîne avec les pronos du Grand Prix du Qatar.
Les pronos avec notre partenaire principal de cette émission, Winamax, le site de paris en ligne, offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier. Le bonus 1, Winamax vous offre l'équivalent de votre premier dépôt en pari gratuit jusqu'à 100 €. Vous pariez 100 €, on vous offre 100 €. Le bonus 2, Winamax vous verse sur votre compte joueur 10 € supplémentaires en cash avec le code promo, retenez bien, ORLF1. Comment ça marche? C'est très simple, il vous suffit de créer votre compte sur winamax.fr, vous effectuez votre premier dépôt, vous recevez immédiatement l'équivalent du montant du premier dépôt en pari gratuit jusqu'à 100 € maximum, on l'a dit. Vous saisissez le code ORLF1 et à ce moment-là, vous tapez le code ORLF1 et vous avez 10 € supplémentaires. Voilà, merci ORLF1. En clair, le premier dépôt est doublé jusqu'à la limite de 100 €, plus 10 € offerts avec le code ORLF1, ce qui signifie que si vous déposez par exemple 20 €, vous avez 20 € supplémentaires plus 10 €, ça vous fait un total de 50 €. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs, mon cher Guillaume. Et je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir, mon cher Laurent, et qui n'est pas une alternative au travail. Un grand merci à Winamax pour nous soutenir. Avant d'entendre vos pronostics pour le Grand Prix du Qatar, on retourne sur les pronos presque gagnants. Je suis pas sûr qu'il faille du Grand Prix des Qatar. Bien revoir. Leclerc, Verstappen, Norris. Leclerc, Norris, Piastri. Norris en leader, Leclerc en 2 et Verstappen sera seulement 3e. Verstappen, Norris, Piastri. Norris qui va gagner, je vais mettre Piastri 2e et je vais mettre Leclerc 3e. Ouais, bon, ça va. Bon alors, ça fait la maligne, Justine, mais vas-y, c'est quoi ton prono pour le Grand Prix du Qatar? Je pense que je vais laisser de côté toute l'analyse technique sur les conditions de la course, les pneus, etc., la voiture. J'ai envie de dire un Verstappen. Tu fais parler le cœur, quoi. Je parle de cœur, je parle de Verstappen. Pourquoi pas un petit Leclerc en 2e. Et tu sais quoi, Gasly, soyons fous. Oh. Je trouve qu'il a quand même on a eu de l'espoir avec la qualification. Grosse cote. Ouais, là vraiment, Ça me fait plaisir. Non, mais là je parle avec le cœur et on verra. Écoute, peut-être que, on va voir, peut-être que les pilotes Williams vont les aider encore cette année. Eric, ton pronostic pour la semaine prochaine? Écoutez, maintenant que le championnat est joué, je pense que Piastri va se lâcher, donc je mettrai Piastri en premier. Ouais. Allez, Leclerc et puis Verstappen. Pépone, est-ce que... donc Camille, Pépone, il est parti. Donc, dégoûté. Je vais, pour le premier, je vais mettre Piastri aussi, second Leclerc. Et puis 3, je mettrai Lando. Parce que, si Latifi avait été là, ça aurait été marrant, mais non. Lando. Laurent. Oui, il y a Stroll encore, oui. Ah, mais non. Moi, je vais faire Piastri, Sainz, Leclerc. Ouf. Piastri, Sainz, Leclerc. Guillaume. Alors moi, je vais mettre Norris qui va revenir quand même pour gagner une course. Je vois bien Leclerc en 2 et Verstappen en 3. Et moi, je vais mettre Norris, Piastri et je vais mettre Verstappen en 3e position. C'est pas très original, mais voilà, ça marche à chaque fois. C'est la fin de cet épisode d'On refait la F1. Merci de l'avoir suivi. Les amis, on se retrouve dès la semaine prochaine pour le débrief du Grand Prix de Qatar. Soyez au rendez-vous. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner bien sûr à notre chaîne YouTube On refait la F1 et en cliquant également sur le petit bouton. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit bouton en l'air. Ça fait plaisir. On se retrouve dès la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. Salut. Au revoir.